Madame, Monsieur, bonsoir. Démographie au menu de questions d'actu ce soir. Avec Vinis, né hier mardi aux Philippines, nous sommes 8 milliards sur Terre. Un chiffre d'autant plus impressionnant lorsque l'on regarde en arrière. En 1975, plus précisément, le nombre d'habitants sur Terre était estimé à environ 4 milliards. Cette croissance devrait se poursuivre dans le temps selon nombre d'analystes et d'observateurs. Les projections les plus récentes prévoient un pic à 10 milliards et demi de personnes autour des années 2080. L'immense majorité des êtres humains vit aujourd'hui en Asie, soit plus de 60%. L'Europe ne représente pour sa part que 10% de la population mondiale et l'Afrique 17% pour le moment. La Terre est-elle surpeuplée? Réponse dans cette émission. Mais ce que produit la Terre va-t-il suffire, en sachant que chaque année, c'est le même constat? Alors que nous achevons la deuxième moitié de l'année, l'humanité a d'ores et déjà consommé depuis le 28 juillet dernier déjà l'ensemble des ressources que la planète peut régénérer en un an. Et nous perdons sans cesse du terrain. En 1970, ce jour intervenait le 29 décembre, ce qu'on appelle le jour du dépassement plus communément. On recule sans cesse, mais est-ce à cause du nombre de terriens ou de la surconsommation inéquitable? La situation exige une prise de conscience générale qui doit impliquer l'ensemble de nos sociétés. Mais pas que. Le vieillissement des populations, d'ici à 2030, eh bien, une personne sur 10 dans le monde aura 60 ans ou plus. Ce vieillissement est disparate et pose un autre problème, celui du vieillissement, ou plutôt celui de la production, car on générera moins de gains de productivité et donc moins de croissance, mais davantage de flux migratoires. Quid alors de la courbe inflationniste dans cette évolution démographique? Pour répondre à ces questions d'actualité, je reçois ce soir Abdelillah Yacoub, représentant assistant et coordonnateur de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population au Maroc. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. J'ai également le plaisir d'accueillir depuis Casablanca Nabil Adel, directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie à l'ESCA. Bonsoir Nabil Adel. Bonsoir. Alors, messieurs, et je commencerai par vous, Abdelillah Yacoub, comment expliquer cette hausse inédite et sans précédent de la démographie mondiale? Est-ce que c'est juste grâce à l'avancée médicale ou aux avancées différentes de la médecine? Il y a en principe deux dimensions à prendre en considération. Il s'agit de deux facteurs qui assurent en quelque sorte la dynamique démographique, la mortalité et la natalité. Au niveau de la mortalité, bien sûr, la baisse de la mortalité qui a été enregistrée au fil des années et qui a bénéficié, disons, avec des niveaux variables au pays selon leur situation, mais globalement, on peut dire qu'il y a, disons, une amélioration des conditions de vie et des conditions de santé qui a donné lieu à un rallongement, en quelque sorte, de la longévité de la population et une réduction de la mortalité. Ça, d'un côté. De l'autre côté, il y a le deuxième facteur non moins important de la dynamique démographique, qui est la natalité ou la fécondité, qui a connu bien sûr un recul important dans beaucoup de pays, notamment les pays dits les plus avancés, qui sont en phase post-transitionnelle, autrement dit, qui sont arrivés à des niveaux de fécondité en dessous du niveau de remplacement de la population et qui sont actuellement, pour beaucoup d'entre eux, en phase de décroissance démographique. La croissance est assurée au niveau des pays, surtout du Sud et de l'Afrique subsaharienne, qui connaît encore des natalités élevées. Un seul chiffre peut-être pour illustrer, disons, cette contribution, disons, de l'Afrique au renouvellement des générations, c'est qu'il y a, comme vous l'avez souligné au départ, 17% de la population mondiale qui réside en Afrique, mais l'Afrique contribue à 29%, disons, pour ce qui est des naissances. Il donne lieu à 29% des naissances à l'échelle mondiale.
Ça veut dire, c'est pour ça que je disais dans mon introduction que c'est 17% pour le moment, un chiffre qui est amené à croître, c'est-à-dire la part de la population africaine dans la population mondiale est appelée à croître. On y reviendra. Je vous fais réagir également sur le même sujet, Nabil Adel. Bon, à l'inverse des avancées médicales, bon, il y a aussi l'absence de guerre majeure. Hein, et cela pourrait amener effectivement cette population, et selon beaucoup de projections, à croître davantage. Est-ce que pour autant on peut dire que la Terre est aujourd'hui surpeuplée et le sera davantage dans 15-20 ans? Alors, croître davantage, je ne le pense pas, pour plusieurs raisons. Vous savez qu'en matière de transition démographique, il y a un phénomène de rattrapage de certains continents, notamment l'Asie et l'Afrique, qui sont en phénomène de rattrapage de transition démographique par rapport à l'Europe et aux États-Unis. Je rappelle brièvement que la transition démographique est une phase qui est caractérisée par un allongement de l'espérance de vie moyenne et puis surtout par une baisse du taux de fécondité. Donc on fait moins d'enfants par femme. Donc si dans certaines régions du monde, nous y sommes déjà, dans d'autres, il y a encore un phénomène de rattrapage, et comme l'a rappelé Yacoub, notamment dans des parties de l'Afrique subsaharienne et dans des parties d'Asie. Donc quand on voit les projections à long terme, nous voyons que l'Asie va rapidement rejoindre le niveau de croissance historique qu'ont connu les pays occidentaux il y a une soixantaine d'années sur les prochaines décennies, tandis que des parties de l'Afrique vont continuer à croître à un rythme soutenu avant de se stabiliser. Donc nous sommes sur une phase où il ne risque pas d'y avoir une croissance plus forte que celle que nous vivons maintenant, parce que le rattrapage, la transition démographique va se faire par des régions du globe. Maintenant, alors, attendez, justement, avant que vous continuiez votre argumentaire, selon l'ONU, la Terre, enfin en tout cas cette démographie mondiale, va atteindre un pic de 10 milliards et demi en 2080. Donc on n'est pas encore au pic. Avant que, quand on dit un pic, parce qu'après, effectivement, la courbe pourrait être descendante. Mais selon l'ONU, dans l'enquête perspective de la population mondiale, c'était en juillet, sa parution, les projections donnent un pic que pour 2080. Donc l'ascension du nombre d'habitants sur Terre n'est pas près de se terminer. C'est ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il y aura un pic à partir duquel la croissance ne pourra pas être infinie. Donc voilà. Il y aura un pic à partir duquel ça va se stabiliser, peut-être même ça va décroître. Donc le temps que certaines parties du monde achèvent leur transition démographique. Or, une transition démographique, ça s'opère sur plusieurs générations. On n'est pas en train de parler de 2 ou 3 ans. Et donc maintenant, pour revenir à votre question de départ, qui est sur les causes de cette augmentation de la population mondiale, il y a plusieurs facteurs. D'abord, il y a l'amélioration des conditions de vie, il y a une espérance à la naissance qui est beaucoup plus élevée. Les gens maintenant vivent jusqu'à 80, 82 ans, 83 ans, 85 ans, alors que cette espérance de vie était à peine d'une quarantaine, une cinquantaine d'années il y a un siècle. Donc on vit plus longtemps, même si on fait de moins en moins d'enfants. Mais le fait que nous vivons de plus en plus longtemps fait que, on va appeler ça comme ça, le stock continue de progresser jusqu'à une certaine limite où la transition démographique va s'achever. Et là, on va revenir à des niveaux plus acceptables. Mais par contre, l'inconvénient de cette situation, c'est qu'on va avoir une planète de vieux. Alors, à partir du moment où on fait de moins en moins d'enfants et qu'on a des durées de vie qui vont s'allonger dans le temps, donc là, ça explose tous les paradigmes classiques de l'économie telle qu'on la connaît, notre relation au travail, notre relation à la famille, notre relation à la retraite, notre relation à la solidarité, le concept même de nation qui est fondé sur la jeunesse et sur cette projection dans le temps à travers des projets, à travers de l'investissement, à travers de la création. À partir du moment où on avance dans l'âge, ce sont d'autres réflexes qui prennent le pas, c'est des réflexes de précaution, ce sont des réflexes d'épargne, ce sont des réflexes on devient de plus en plus regardant. Et donc là, le problème qui se pose au-delà de l'aspect purement quantitatif, c'est notre relation à la société future qui va complètement changer avec ce panorama démographique.
Alors, déjà, ce panorama démographique futur, on a déjà des signes avant-coureurs de... Alors, juste pour répondre à ma question, est-ce que la Terre est surpeuplée aujourd'hui? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Il y a des parties entières du globe qui sont très sous-peuplées par rapport à d'autres qui sont surpeuplées. Exact. Donc, nous avons une distribution moyenne qui reste dans les limites de l'acceptable, même si nous avons des régions du monde qui sont extrêmement plus peuplées que d'autres. Donc là, il y a encore, on va dire, de la marge. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que la Terre est surpeuplée, d'autant plus que les progrès technologiques font que nous faisons de mieux en mieux usage des ressources limitées que nous avons. Absolument. Oui, Juste bien un sûr. commentaire par Oui, rapport oui, à cette naturellement. question. Pour ma part, je pense qu'on ne peut pas, comme ça a été affirmé, la Terre n'est pas surpeuplée, mais le problème est un problème, disons, de répartition de la population. Je dirais plutôt que la Terre est inégalement peuplée, parce que les continents, justement, les plus peuplés, l'Asie, l'Afrique, qui, si on les rassemble tous les deux, vont représenter actuellement 75% de la population mondiale, les 3/4 de la population mondiale. Et si on se projette dans le futur ou à l'horizon 2050, ils vont dépasser les 80%. C'est-à-dire que 8 personnes sur 10 habiteraient en Asie ou en Afrique. Les projections démographiques montrent que la tendance actuelle de l'accroissement de la population va se poursuivre, mais au-delà de 2100, on assisterait en quelque sorte à une stabilisation de la population. On va rentrer dans ce qu'on appelle dans le jargon démographique l'état stationnaire de la population, parce qu'actuellement, le nombre moyen d'enfants par femme à l'échelle planétaire est estimé à 2,3. On n'est pas loin du niveau de remplacement qui est de 2,1, malgré le fait que dans les pays africains ou dans l'Afrique subsaharienne, plus précisément, on est à des niveaux de fécondité de l'ordre de 5 enfants par femme. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une compensation quand on travaille en termes de moyenne, qu'il y a des pays qui connaissent des fécondités très basses. C'est le cas de la Chine, on peut revenir là-dessus. Oui, justement, la Chine est aujourd'hui en train de payer le prix de la politique de l'enfant unique. Parce que, justement, on remarque, ça, ce n'aurait pas été envisageable il y a 10 ans ou 20 ans, qu'aujourd'hui, la Chine est posée devant le problème de vieillissement de la population. La Chine est en train de payer en quelque sorte les conséquences des choix qu'il a fait dans le passé. La Chine, on le sait, a fait le choix de la politique de l'enfant unique. Voilà. Et cette politique n'a pas été sans avoir, disons, des retombées, notamment le retour à certaines pratiques moyenâgeuses, telles que par exemple l'infanticide ou l'avortement sélectif, qui a fait que actuellement en Chine, on se retrouve avec des rapports de masculinité, rapports homme-femme, qui sont très anormales. Un nombre élevé d'hommes. Est-ce que c'est le même cas de figure que l'Inde? L'Inde va dans le même sens. L'Inde va dans le même sens. Et à terme, on estime que d'ici 2050, la Chine va perdre à peu près 110 millions son effectif va reculer d'à peu près 110 millions d'habitants, étant donné la chute de sa fécondité due justement à ses choix passés. Alors justement, ces choix passés, et si on regarde de plus près dans l'espérance de vie dans ces pays, est-ce que cela mènera à une baisse de la population ou un vieillissement de la population? En fait, tout à l'heure, je n'étais pas précis sur la question parce qu'il y a deux cas de figure. Oui, bien sûr, l'amélioration des conditions de vie et des conditions de santé de la population a conduit à un prolongement de la longévité de la population. Et on peut prendre un exemple du pays qui est à la tête des pays en termes de niveau atteint d'espérance de vie, c'est le Japon.
Le Japon, l'espérance de vie qui est atteinte jusqu'à maintenant, c'est 85 ans. C'est l'espérance de vie la plus élevée au monde. Exact. Mais le revers de la médaille, c'est qu'au niveau du Japon, on a battu également le record en termes de vieillissement. C'est que la population âgée de 65 ans et plus représente à peu près 29%, c'est-à-dire pratiquement le tiers de la population. Et d'ici 2050, il va passer pratiquement à 39, sinon 40%. Cela n'est pas sans poser de grands défis, parce qu'il faut toujours garder un équilibre entre les dépendants et ceux qui créent la richesse. Absolument, justement. Alors, c'est intéressant de voir que le cas de la Chine et le cas du Japon se ressemblent, à des degrés différents, certainement. Quel impact d'abord sur la productivité de la Chine, Nabil Adel, en sachant que, historiquement, la valeur compétitive de la production chinoise, c'est le capital humain. Aujourd'hui, bien sûr, il y a les avancées technologiques, etc. Mais est-ce que des pays comme la Chine pourraient importer du capital humain pour répondre aux besoins économiques et de production? Non, c'est une configuration qui est presque impossible. Très bien. Pour une raison très simple, il y a des barrières culturelles. Les sociétés chinoises et japonaises sont des sociétés très fermées. Oui, mais le Japon, aujourd'hui, enregistre une pénurie de travailleurs de quelques 790 000, environ 1 million pour le seul secteur des technologies. Bon, et cela effectivement... dit, même si ça nous étonne, mais le Japon n'est pas un pays qui reçoit facilement, qui naturalise facilement et qui a une politique d'immigration active. Exact. Il y a des raisons historiques, culturelles, anthropologiques qui font que ce sont des pays qui ne vont pas avoir une politique d'immigration active pour venir compenser leur manque en matière de population. Aujourd'hui, nous sommes dans des configurations qui sont uniques. Il y a à peine quelques générations, nous avions au meilleur des cas un parent à charge. Aujourd'hui, nous risquons d'avoir 2 ou 3 générations à charge pour les actifs. Ils peuvent avoir les parents, les grands-parents, même les arrière-grands-parents. Ça fait trop à porter pour la population qui est en travail par rapport à la population qui est dépendante. Et donc, alors même si cette population est aujourd'hui beaucoup plus productive qu'à n'importe quelle période de l'histoire, en raison des avancées dans l'enseignement, de la recherche scientifique, de l'amélioration du niveau et des conditions de vie, mais ce niveau de productivité ne suffira pas à financer 2 ou 3 générations à charge. Et des générations qui vivent de plus en plus longtemps. Si on parle d'un secteur où j'ai un peu d'expérience, à savoir le secteur des assurances, les secteurs des assurances et les caisses de retraite, sont dimensionnés pour des retraites de 60 ans, 65 ans. Et avec un âge d'arrivée sur le marché du travail autour de 20-22 ans maintenant. On arrive de plus en plus tard sur le marché du travail à cause d'études longues. Et puis surtout, après la retraite, on vit de plus en plus longtemps. Tant et si bien qu'il y a quelques générations où on avait une expérience de vie autour de la soixantaine, donc quelqu'un qui sort à la retraite, la compagnie d'assurance lui paye 5 ans, voire 7 ans de pension, et puis après il décède. Aujourd'hui, ça peut aller jusqu'à 20 ans. Or, lui, il n'a pas cotisé suffisamment pour payer ces 20 ans. Et donc, ça explose tous les paradigmes auxquels nous sommes habitués, même la relation au travail. Aujourd'hui, la problématique des seniors dans l'entreprise se pose avec beaucoup plus d'acuité. Quelqu'un qui sort à 60 ans aujourd'hui en retraite, c'est quelqu'un qui est en pleine forme, qui est en pleine capacité intellectuelle, physique et autres, en raison de l'amélioration des conditions de vie. Maintenant, le condamner à rester 20 ans pour atteindre l'espérance de vie moyenne sans activité ou activité minimale, ça pose d'autres problèmes pour la société. La société moderne n'est pas constituée schématiquement et mentalement pour gérer ces phases transitionnelles. Donc, effectivement, nous sommes aujourd'hui sur une phase où il y a des réflexions profondes, de l'ordre même du philosophique, sur comment gérer le vieillissement. Parce que l'augmentation de la population en soi n'est pas un problème. Les progrès technologiques font qu'aujourd'hui, on meurt plus d'obésité que de famine. Mais... ça dépend où on se trouve. Hein. Globalement... Parce qu'il y a des disparités. Il y a encore des problèmes de famine
en Afrique, il y a encore des problèmes de famine en Inde et dans des pays d'Asie du Sud-Est. Je ne vous apprends rien de nouveau. Après, ça dépend où on se trouve. Je vous concède, mais c'est beaucoup moins. Ben, ça dépend des populations. Parce que quand vous parlez d'obésité, vous faites allusion à quelle partie du monde, Nabila Adel? Toutes les parties du monde. Toutes les parties du monde. Le niveau de pauvreté s'est effondré dans toutes les régions du monde. C'est-à-dire, si vous comparez maintenant, il y a encore des gens qui meurent de faim, 30 ou 40 ans, Nabila Adel. Certainement, effectivement. C'est l'une des raisons qui ont effectivement poussé cette démographie, cette hausse démographique sans précédent. C'est justement l'aspect de la nutrition, en plus des avancées médicales. Mais vous en conviendrez que, effectivement, la pauvreté pousse justement beaucoup de populations à migrer vers des régions où ils vont trouver un travail et justement pouvoir nourrir leur famille chez eux à la maison. Et c'est l'une des questions que je voulais vous poser par rapport à l'Inde. Parce que l'Inde va être... Juste pour répondre à votre question, oui. Quand on compare les proportions de pauvres dans la population totale maintenant sont infiniment plus faibles qu'il y a 30 ou 40 ans. Oui, mais vous avez dit qu'il y a des gens qui meurent plus d'obésité que de malnutrition. Ah oui, ça, ce sont des statistiques. Alors, combien de gens meurent aujourd'hui d'obésité? Combien meurent de faim? Non, les gens qui meurent d'obésité se comptent en pourcentage de la population. Ce n'est même pas les effectifs. Vous prenez aux États-Unis, vous prenez en Europe, mais vous prenez les États-Unis, c'est que... Oui, combien aujourd'hui comptent les États-Unis d'habitants? 300 millions. 300 millions, sur combien on se passe sur une population de 300 millions. Alors que, par exemple, si on prend la population... Oui, Nabila. Les populations qui meurent d'obésité sont aux États-Unis, en Europe, dans de bonnes parties de l'Asie et dans certaines parties même de l'Afrique. Alors, une réaction... Si vous permettez, on va faire réagir Abdelillah Yacoub sur ce point. Je pense qu'on oublie quand même une donne importante, c'est le passage que le monde vient de faire à travers, disons, la crise ou la pandémie du Covid. La tendance avant le déclenchement de cette pandémie, bien sûr, je suis d'accord, était dans le sens de la baisse des taux de pauvreté. Mais avec le déclenchement de cette crise et les impacts qu'il a eu dans beaucoup de pays, surtout dans les zones les plus pauvres, parce qu'il a impacté plus les pauvres que les riches, en revenant aux statistiques justement, et les statistiques de la Banque mondiale estiment qu'il y a, disons, une augmentation du taux de pauvreté multidimensionnel de l'ordre de 9% au bout de la crise. On n'est pas au bout, mais en tout cas, l'estimation maintenant, ce qui est équivalent en quelque sorte à l'enlisement de pas moins de 97 millions de personnes dans la pauvreté. Et ces 97 millions de personnes se trouvent qui vivent à moins de $2 par jour. Se trouvent pour la plupart dans les pays pauvres et sont composés en bonne partie de femmes chefs de ménage qui ont été touchées le plus par, disons, les baisses de revenus. Et ces statistiques sont confirmées également par les statistiques collectées par le Haut Commissariat au Plan, pour revenir au Maroc, parce que le Haut Commissariat au Plan a fait quand même des enquêtes sur l'impact du Covid. Et selon les statistiques du Haut Commissariat au Plan, le Covid-19 a enlisé pas moins d'1 million de personnes supplémentaires, 1 million exactement, j'avais le chiffre devant moi, 1 58 000 dans la pauvreté. Donc absolument. Il y a, disons, un recul dans le sens où il y a une augmentation, une reprise de la pauvreté. On ne sait pas quand est-ce que ça va revenir au déclin, mais il faudrait bien sûr attendre que cette crise arrive à sa fin. Nabil Adel. Oui, alors juste pour commenter rapidement la hausse de la pauvreté pendant la crise de la Covid-19, effectivement, c'est un phénomène qu'on peut constater. Et les chiffres sont là pour le montrer. Maintenant, il faut isoler deux choses, les tendances longues et les mouvements courts. La Covid-19 s'est traduite par un arrêt complet des appareils de production dans beaucoup de pays pendant plusieurs mois.
Naturellement, il en a résulté un déclassement d'une bonne partie de la population. Au fur et à mesure que les appareils de production reviendraient en marche, et on sait qu'après des périodes de forte crise, il y a de fortes relances. Bon, ça peut tarder un peu, mais c'est la tendance historique. Donc aujourd'hui, c'est un mouvement qui sera absorbé à plus ou moins à long terme dans la courbe de l'évolution humaine. Donc aujourd'hui, même si on peut constater qu'avec la crise de la Covid-19, il y a une augmentation de la pauvreté que personne ne peut contester, mais c'est à l'échelle d'une tendance de fond, ce n'est pas l'élément le plus pertinent à analyser. Celui de l'inflation peut-être aussi. Écoutez, tout ça sont des mouvements qui sont analysés avec beaucoup de précautions. Naturellement, l'inflation joue et affecte le pouvoir d'achat de beaucoup de gens. Mais elle est là pour durer. Nous parlons de tendances longues. Oui, sur plusieurs décennies. Bon, peut-être pas sur plusieurs décennies, mais l'inflation est là pour rester. Non, la démographie, je parle de la démographie. Voilà. La démographie. Très bien. La démographie, on en a sur plusieurs décennies. Maintenant, l'inflation, c'est quelques années. Donc, et là, effectivement, quand les mouvements inflationnistes, la dernière vague inflationniste, si on revient au Maroc, remonte au début des années 80. Donc, ça fait presque 40 ans. Donc, il y a des cycles comme ça, où des mouvements de prix à long terme font un certain type d'évolution, mais par rapport à la tendance démographique globale, nous sommes sur des tendances de fond. L'amélioration du niveau de vie moyen au niveau de l'échelle mondiale, avec comme corollaire l'augmentation des inégalités. Nous avons un vieillissement de la population, et avec tout ce que cela pose à la société moderne, sur tous les rapports au travail, à la famille, à la solidarité, à la nation, à la guerre, à la paix. Donc, les sociétés jusqu'au XXe siècle sont bâties sur la jeunesse. Aujourd'hui, on passe vers des sociétés de plus en plus vieilles. Et c'est une tendance qu'on n'a pas encore ni modélisée, ni analysée. On ne sait même pas comment la traiter. Je vous donne un exemple tout simple. Le problème des caisses de retraite. Aujourd'hui, aucun pays n'a trouvé une solution satisfaisante à son régime de retraite parce que le vieillissement de la population est une donnée qui est structurelle. Et on ne sait pas comment gérer des systèmes d'assurance qui ont été bâtis sur des espérances de vie de 40, 50 ans pour gérer des durées de vie de 80, 82 ans, 83 ans. Donc, c'est ça le fond du problème, c'est que nous sommes sur un vieillissement de la population, une amélioration du niveau de vie. Naturellement, viendra un moment où la croissance va s'arrêter, au fur et à mesure que les pays en retard de transition démographique vont converger vers les pays ayant achevé cette transition. Et donc, ça, ce sont les tendances de fond qui nous interpellent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les philosophes, les sociologues, les économistes et les démographes essaient d'analyser la société de demain où, pendant plusieurs millénaires, la prédominance était aux jeunes, et maintenant, nous passons de plus en plus à des sociétés où, même si les jeunes restent prédominants, mais la part des seniors augmente. Et comment gérer toute cette transition? Alors, comment gérer toute cette transition? Parce que là, quand vous dites nous, vous parlez des pays du Sud ou vous parlez des pays du Nord? Parce que l'Afrique, clairement, est un continent de jeunes. Les pays du Sud. Ah, donc les pays du Sud ne sont pas épargnés mais de moins en moins jeunes. Non, oui. Mais nous sommes de moins en moins, même en Afrique. Nabil Adel, parce qu'il y a une question qui se pose. Nous sommes de moins en moins jeunes. Il y a une... si un humain sur combien? Sur 4 en 2050 sera africain. Donc on est jeune quand même. Oui, on est jeune, mais de moins en moins. Alors, d'ici là, de moins en moins, peut-être dans 50, 100 ans, on sera un continent beaucoup moins jeune. Mais la question qui me vient à l'esprit avant qu'on attaque le dossier Maroc, justement par rapport à ce thème de la démographie, juste comprendre, est-ce que les flux migratoires vont changer de paradigme d'ici 10, 20 ans? Notamment non, pas vraiment. Non, vous ne pensez pas. Pourquoi? En fait, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et je pense que vous et moi, on a assisté au MEDES à un tableau rond très intéressant où on nous dit que 80% des migrants restent au sein des pays du Sud. Et à peine 20% vont au pays du Nord. Donc ça, ce sont des statistiques qu'on connaît aujourd'hui. 4 migrants sur 5 restent dans les pays du Sud. Donc ce n'est pas ça qui va compenser à l'échelle globale la disparité démographique. Vous ne pensez pas? Et donc, pardon? Vous ne pensez pas cela? Intéressant.
Parce que, Oui. en fait, la question Donc, qui se pose, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, si effectivement les pays du Nord facilitent leur politique migratoire, je ne pense pas que dans 10-20 ans, 4 migrants sur 5 en Afrique resteraient en Afrique. Ce chiffre est amené on à est d'accord. changer. On C'est est pas- d'accord. Mais c'est une cause, enfin plutôt c'est une conséquence de la politique migratoire de ces pays du Nord. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, vu la montée des populismes dans ces pays du Nord, on ne raisonne pas assez sur ces tendances longues. On raisonne à la prochaine échéance électorale. Et donc aujourd'hui, on arrive au pouvoir depuis la crise de la Covid en tapant sur du migrant et pas en mettant en place des politiques actives de migration. Donc aujourd'hui, le sujet est là. On ne peut pas compenser la baisse démographique des pays du Nord par les flux migratoires des pays du Sud, justement en raison du fait que la politique migratoire dans les pays du Nord est de plus en plus sévère et de plus en plus restrictive. Très bien. Je vous pose la même question par rapport à ces flux. Personnellement, des êtres humains je ne suis sur la pas planète tout à Terre. fait d'accord. Je pense personnellement que la solution migratoire est une solution incontournable pour les pays qui sont en stade de vieillissement, parce qu'on arrive pour certains pays, disons, à une situation qui est intenable, une population à prendre en charge, une population vieillissante qui a un poids important, jamais atteint dans certains pays, et tous les pays vont se retrouver dans la situation du Japon, parce que la tendance est la même, et ils vont être poursuivis également par les pays qui sont en phase finale de transition démographique, comme c'est le cas pour le Maroc. Le Maroc connaît une initiation, si on peut dire, du processus du vieillissement, mais ce processus va se faire avec une vitesse très rapide. Ce n'est pas, disons, le même scénario que le déroulement du processus de vieillissement dans les pays du Nord. Pourquoi une vitesse plus rapide? Parce que justement, le Maroc a connu une transition démographique très rapide. En l'espace de moins de 50 ans, on est passé d'un nombre moyen d'enfants par femme de l'ordre de 7 à pratiquement 2 au niveau de remplacement. Si on veut faire des comparaisons avec les pays du Nord, avec la France par exemple, pour la France, cette transition s'est faite au bout de 2 siècles. Au Maroc, c'est 4 fois moins de temps. Donc là, on parle du Maroc. Donc, en effet, aujourd'hui, on est dans quelle phase, justement? On est justement en phase finale de transition démographique, avec un niveau de fécondité qui frôle pratiquement le niveau de remplacement. On est à 2-3 enfants par femme en moyenne, alors que le niveau de remplacement, c'est 2-1. 2-1. Et il n'y a pas de grands écarts, comme ça a été le cas dans le passé, entre le rural et l'urbain. C'est des niveaux très proches. Il y a une longévité qui s'est beaucoup prolongée grâce à la baisse de la mortalité, qui elle-même a baissé grâce à l'amélioration des conditions de santé, des conditions de vie de la population. Actuellement, au Maroc, nous sommes à une espérance de vie de l'ordre de 76,8, pratiquement 77 ans. C'est au-dessus de la moyenne mondiale. Oui, je pense autour de 70. Et ça s'approche des niveaux les plus élevés, parce que les niveaux les plus élevés, c'est à partir de 80 ans, n'est-ce pas? Donc, alors que dans le passé, si on revient par exemple aux années 60, début des années 60, l'espérance de vie était à peine de 50. Si je ne me trompe, était exactement de 47 ans. 47 ans, donc on a gagné pratiquement 30 ans d'années de vie supplémentaires en termes d'espérance de vie par rapport à la situation où on se trouvait il y a 50 ou 60 ans. Donc tout ça pour dire que le Maroc est en phase finale de transition démographique. Et cette phase finale de transition démographique se caractérise par une chose importante, par une caractéristique importante, c'est le poids des jeunes. On parle de vieillissement,
mais le problème immédiat actuellement, c'est les jeunes et le poids qu'ils représentent et les défis qu'ils représentent. Les défis multiples, bien sûr, qu'ils représentent. Et, oui, on est 6 millions de jeunes entre 15 et 24 ans aujourd'hui. Oui, ça représente entre les 15 et les 10 24 ans représente à eux seuls 28%. Et si on prolonge jusqu'à 29 ans, 10-29 ans, on a à peu près 46%, c'est-à-dire pratiquement la moitié de la population. Alors ces jeunes, on les voit souvent comme un défi, comme un problème. Je pense qu'il faut tirer les enseignements des expériences de pays qui ont su saisir cette opportunité qu'on appelle fenêtre ou aubaine démographique et faire en sorte à ce que cette aubaine ou fenêtre démographique puisse se transformer en réel dividende démographique. Quand je parlais d'exemples de pays, je pense par exemple à la Corée du Sud. Il s'est trouvé dans la même situation, mais il a beaucoup investi dans le facteur humain, en termes de formation, en termes d'éducation, en termes de santé, mais aussi en termes de participation. Le résultat, c'est que il était parmi, dans le classement, disons selon l'indicateur de développement humain, il était parmi, après les 60 pays, et maintenant il est parmi les 20 premiers pays en termes de classement par rapport à l'IDH, l'indicateur de développement humain. Il y a cette question du poids des jeunes, mais il ne faut pas oublier la montée, comme j'ai dit, du vieillissement. La montée du vieillissement qui va se faire rapidement et savoir anticiper sur la trajectoire qu'il va prendre dans les années à venir et mettre en place, disons, les mesures nécessaires pour répondre aux besoins qui vont être engendrés par ce processus. La seule enquête qui a été faite au Maroc sur les personnes âgées remonte déjà à 2006. Et cette enquête est sortie avec des indicateurs alarmants concernant la situation des personnes âgées. Je dirais juste deux chiffres, c'est que 8 personnes sur 10 n'ont pas d'assurance maladie, n'ont pas de pension de retraite. La majeure partie des personnes âgées sont prises en charge par leurs enfants. Et actuellement, malheureusement, l'évolution des choses a fait que les enfants, dans beaucoup de cas, ne peuvent pas prendre en charge leurs parents. On n'arrive même pas à se prendre en charge eux-mêmes. À prendre en charge leurs enfants. Pas à s'insérer sur le marché du travail. Ça revient au problème, disons, des jeunes et des défis que pose la jeunesse. Vous avez évoqué ce point très critique et très important tout à l'heure, Nabila Adel, notamment sur les caisses de retraite. Ce n'est pas propre au Maroc, mais après, il y a la double équation de, effectivement, insérer cette jeunesse sur le marché de l'emploi et donc déjà la préparer pour, et assurer déjà des retraites pour nous, ou même voir nos enfants dans les 30-50 ans qui viennent. Tout à fait. Alors, juste si vous permettez, je vais revenir sur la question de la politique migratoire rapidement. En fait, le problème, c'est que nous ne mélangeons pas des boules quand on fait de la migration. Ce sont des gens qui vont avec leur culture, leur histoire, leurs habitudes, leur religion, leur mode de vie. Et souvent, l'accueil ne se fait pas d'une manière optimale. C'est pour ça que nous avons des phénomènes de rejet qui font que l'extrême droite remonte dans beaucoup de pays européens. Justement, on va constater que l'extrême droite remonte dans les pays qui ils ont viennent une avec leur culture. Active. Non, parce qu'il y a une évolution aussi de la mentalité du migrant ou de l'immigré. Bien sûr, on ne parle pas d'immigration clandestine, on parle de migration organisée, légale. Les migrants, il y a 2 générations, ils s'inséraient très bien dans les sociétés européennes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pas du tout. Pas du tout. Et pas du tout. Il y a 2 générations, on les parquait dans des ghettos pour aller faire les fermes et les usines automobiles. Et souvent, c'était des gens analphabètes
qui ne savaient ni lire ni écrire, et c'était presque, excusez-moi le terme, de la chair à canon. Pardon. Maintenant, quand je dis qu'ils s'inséraient, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas avec leur culture, ils n'imposent pas leur culture à l'autre. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le fait de déplacer de la population, vous ne déplacez pas que des masses. Vous déplacez une histoire, vous déplacez une culture, vous déplacez une religion, vous déplacez... Et vous ne pouvez pas demander à ces gens de se réunir. On déplace des cerveaux et de la main-d'œuvre. Il ne faut pas être non plus dans le pays des bisounours. Je veux dire... Non, madame, excusez-moi. Mais si, Nabil Adel, vous êtes économiste, vous savez très bien que s'il y a... On en a parlé au début. Si, quand même. Enfin, il faut appeler un chat un chat. Si, effectivement, il y a de la migration choisie, c'est pour la matière grise et pour l'effort physique. Vous n'allez pas me dire qu'on déplace des cultures. Enfin, ça ne rentre pas du tout dans l'équation économique. Ce que je veux dire, c'est que l'équation économique n'est pas isolée. Même si vous ne cherchez que des cerveaux et vous cherchez que de la main-d'œuvre, mais quand vous les ramenez chez vous, vous ne ramenez pas que leur cerveau et leur main-d'œuvre. Vous ramenez leur culture, vous ramenez leur histoire, vous ramenez leur religion, vous ramenez leur famille. Et donc, quand ils arrivent sur ces pays, ils ne veulent plus, dans beaucoup de cas, ils ne veulent plus être solubles dans les pays où ils arrivent. Et aujourd'hui, c'est le problème qui se passe. C'est pour ça qu'on parle de l'échec d'intégration dans beaucoup de pays, parce qu'il y a beaucoup de populations qui ne veulent pas être solubles. Alors maintenant, mais ils choisissent d'y aller, on ne les déplace pas, parce que là, il y a nuance. J'aimerais bien qu'on clarifie déjà cette nuance. C'est entre déplacer, et là, vraiment, le terme, il est un peu déjà péjoratif, n'est-ce pas, et négatif. Mais là, on parle de migration choisie, c'est-à-dire que c'est des gens qui veulent aller travailler en Europe. Et l'Europe en a besoin, donc c'est un peu offre et demande, et chacun en a pour son compte. Donc là, je choisis, moi je suis ingénieur, je suis médecin, ma condition de vie au Maroc ne me correspond plus, je choisis d'aller travailler en Belgique, en France, aux États-Unis ou au Canada. Donc là déjà, ce n'est pas un déplacement, c'est moi qui émets l'envie d'aller travailler ailleurs. Et moi, je n'emmène pas, c'est-à-dire que j'emmène mon savoir-faire, peut-être ma culture au sein d'un cadre bien défini, mais je n'emmène pas ma culture dans le pays où je vais travailler, parce que la raison principale, ce n'est pas de transférer ma culture ailleurs, mais d'aller chercher mon gagne-pain, une qualité de vie, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a un vrai amalgame, là. Alors quand je parle de déplacement, je parle du mouvement. Je ne parle pas je ne qualifie pas. Ok, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque à ce niveau-là. Maintenant, vous prenez n'importe quelle personne, qu'elle soit ingénieure ou ouvrier, et que vous emmenez d'un point A à un point B, vous ne pouvez pas lui dire, vous allez le matin donner votre cerveau et vos bras, mais le soir, vous êtes nulle part. Il a un point d'ancrage, qui est sa culture, qui est sa famille, son histoire, son vécu. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on voit que ce retour culturel, on le constate au niveau de la deuxième et de la troisième génération de ces migrants. C'est pour vous dire à quel point l'effet est diffus. Et donc, quand vous prenez, par exemple, vous allez dans beaucoup de pays, vous avez presque des ghettos. Vous avez le Chinatown, vous avez le Indiatown, vous avez des gens qui vivent presque en communauté fermée. Choisis. Parce que peu importe, madame, peu importe, l'essentiel. Non, parce que vous avez dit qu'ils les ont ghettoisés. Vous ne pouvez pas éliminer l'élément culturel de la politique migratoire. Donc c'est choisi. Sinon, ce sont des gens. Pardon? Donc c'est choisi de vivre en communauté. Non, mais justement, c'est pas notre sujet aujourd'hui, mais là on est en train. Plus en communauté. Alors, une réaction, Abdilah Yacoub. Non, juste rapidement, par rapport à cette question de la migration, je crois que la migration a changé à la fois de forme et de profil. Parce qu'actuellement, moi personnellement, quand je parle de migration actuelle, c'est migration de personnes hautement qualifiées. Les jeunes Marocains, les étudiants marocains, l'élite marocaine qui va faire ses études dans les grandes écoles en France ne revient pas au Maroc. Et ça, c'est une nouvelle forme de migration. C'est des compétences hautement qualifiées
et c'est encouragé par les pays d'accueil. C'est pour ça que ces jeunes ne reviennent pas. Il y a bien sûr des conditions alléchantes pour les retenir, mais c'est leur choix, comme vous l'avez dit, c'est leur choix. Et ils représentent de plus en plus un nombre important et une perte pour le pays d'origine. Parce que quand j'ai parlé tout à l'heure de dividendes démographiques, on ne peut pas concevoir, disons, la matérialisation de ce dividende démographique en l'absence, disons, de cette compétence qui peut être d'un apport hautement important et hautement qualifié pour favoriser un décollage économique parce qu'il représente, disons, quand même un potentiel hautement productif. Productif et qui n'existe pas, parce que justement, le profil a changé. Tout à l'heure, vous parliez des ouvriers des années 40, 50 et 60, notamment en Europe, nommément en France, on appelle un chat un chat. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et quand bien même c'est le cas, aujourd'hui, le Français, enfin, ou la Française, ou l'Européen de manière générale, choisit de ne pas faire certains métiers et donc fait appel à une main-d'œuvre principalement africaine, ça se voit. Et ça arrange tout le monde. Alors que, effectivement, aujourd'hui, ce déplacement de la matière grise, il est d'abord voulu et choisi. Donc, bon, pour peut-être finir ce débat sur l'avenir, sur cette condition aujourd'hui au Maroc, on a l'exode rural, il ne faut pas l'oublier, dans les villes. La sécheresse n'arrange en rien les choses. Comment justement mieux intégrer cette population alors que le Maroc s'est engagé effectivement à avoir une classe moyenne rurale, à améliorer la vie du monde rural, alors qu'aujourd'hui on est en train de vivre vraiment l'opposé avec l'exode rural qui s'impose de plus en plus et qui s'amplifie par la sécheresse. Nabila Adel. Très bien. Est-ce que vous voulez qu'on parle des retraites? On a parlé de la question tout à l'heure. Il nous reste un peu moins de 5 minutes. Alors, si vous voulez parler des retraites et puis on finira avec l'exode rural. Et puis après, je passe à au niveau des retraites. Nous avons aujourd'hui schématiquement deux grands systèmes. Nous avons le système de répartition, nous avons le système de capitalisation. Le système de répartition, c'est qu'on met tous nos cotisations dans un gros sac et puis ceux qui travaillent maintenant payent pour ceux qui sont en retraite maintenant. Et ceux qui travaillent maintenant doivent attendre que quelqu'un paye pour leur retraite. Et donc, ceci tient tant que le rapport démographique est relativement équilibré. Alors, le rapport démographique, c'est le rapport entre ceux qui cotisent, ceux qui travaillent et ceux qui bénéficient des pensions. Alors, quand ce rapport se déséquilibre et qu'il y a de plus en plus de dépendants par rapport aux actifs, le système vole en éclats. Et donc, c'est ce que nous assistons, c'est ce à quoi nous assistons un peu partout dans le monde. C'est que les systèmes de répartition ne tiennent plus parce que les rapports démographiques sont déséquilibrés. Dans le système de capitalisation, c'est le chacun pour soi. Je cotise et à la fin, vous allez me redonner ce que j'ai cotisé. Oui. Et donc, ça pose aussi le problème de la solidarité au sein d'un pays. Maintenant, l'évolution démographique n'arrange rien à ce problème. Et aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé de système qui règle le problème. Et tous les gouvernements dans le monde entier se passent la patate chaude les uns aux autres. Parce que, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va rallonger la durée de vie un peu, on va augmenter les cotisations, on va réduire les prestations, donc ce qu'on appelle les changements paramétriques. Mais ce sont des éléments qui ne règlent pas le cœur du problème. C'est-à-dire, oui, justement, ce que le Maroc a fait, ce que le gouvernement a fait dernièrement pour la hausse des cotisations, ça ne règle pas le problème. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans un réel problème? Ou quand nous nous retrouverons vraiment dans un problème de retraite au Maroc? Alors, ça dépend de la caisse. Est-ce que c'est la CMR? Est-ce que c'est la RCAR? Est-ce que c'est bon, ça dépend des caisses et ça dépend des réserves. Donc, chacune a une date d'alarme différente des autres. Mais le constat global, c'est que tout ce qu'ont fait les gouvernements, c'est pour prolonger la durée de vie. Ils n'ont pas réglé le problème. Le problème va se poser à un moment ou à un autre. Et une génération va payer pour les autres. La durée de vie ou la durée de travail? En fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a augmenté la durée de travail. Au lieu de sortir à la retraite en retraite à 60 ans, on va pousser à 62 à 65 ans.
on va augmenter le taux de cotisation, ce qui alourdit le coût du travail et donc ça alourdit la compétitivité de l'entreprise. Et puis, on a réduit les prestations, ce qui va conduire à paupériser une bonne partie des retraités maintenant. Mais tous ces éléments, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que... ils vont prolonger la vie du système quelques années. Quand on va atteindre les limites, donc là, c'est au gouvernement qui sera en place à ce moment-là de régler le problème. Mais viendra un moment où le problème ne pourra plus être réglé. Parce que c'est bon, on va atteindre une limite presque démographique. On ne peut pas faire travailler les gens jusqu'à 72 ans, 73 ans. On ne peut pas augmenter le taux de cotisation indéfiniment et on ne peut pas réduire les taux de pension indéfiniment. Et donc, le problème va se poser d'une manière ou d'une autre. Très bien. Alors maintenant, juste pour l'exode rural. Alors, l'exode rural et sécheresse sont des phénomènes très corrélés. Quand il y a sécheresse, il y a augmentation de l'exode rural. Or, aujourd'hui, le problème que nous devons observer pour maintenir un équilibre social, c'est le mouvement inverse. Il faut maintenir les gens dans les campagnes, et d'où la logique du projet Green Generation, qui a remplacé le plan Maroc Vert, c'est justement de maintenir les populations rurales là où elles sont. Oui, mais sans eau, ça va être compliqué. C'est vrai, mais en s'engageant à créer une classe moyenne rurale à travers tous les avantages dont peut profiter une population, une classe moyenne urbaine, on va essayer de les transférer au rural. Et donc, l'idée, c'est de ne pas complètement dépeupler nos campagnes au risque de rencontrer d'autres problèmes au niveau de l'agriculture, au niveau de l'équilibre des villes qui ne pourront pas absorber toute cette masse qui viendra du monde rural parce qu'ils ne sont pas organisés ni designés pour. Merci beaucoup, Nabil Adel, directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie de l'ESR. Merci d'avoir participé à ce débat ce soir. C'était fort intéressant. Merci pour l'invitation. Merci Abdillahi Yacoub, merci d'avoir apporté vos éclairages sur cette question de démographie qu'on suivra certainement dans d'autres numéros de Questions d'Actu. Merci. Merci à vous. Et merci bien sûr à vous pour votre fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée à tous.